Bienvenue dans le nouveau Fit Process Show. Du coup, aujourd'hui, on est du côté de 100% CrossFit avec John. Bonjour, monsieur. Bonjour, Lucas Euzé. Nice to see you. Nice to see you. Ceux qui suivent le Fit Process Show se rappelleront. Le menu du jour, donc on va parler des German qui se sont passés début novembre. Ensuite, on va parler du face-off qui s'est passé mi-novembre. Tu as suivi un peu le face-off? Yes. Nickel. Solide. Et après, on va avoir un débat du coup sur le froid. Qu'est-ce que le froid peut nous apporter dans l'entraînement? Donc, jingle. Ça roule. Donc, juste avant d'attaquer tout ça, on va représenter John, si jamais vous ne le connaissez pas. Donc, coach Fit Process Santé. On a fait une présentation sur le dernier Fit Process Show de tous les, j'allais dire tous les participants, on va dire plutôt tous les coachs, les acteurs de Fit Process. Et là, du coup, donc, il manquait que toi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous refaire une petite présentation de… Mais qui es-tu? Déjà, merci d'être là pour le Fit Process Show. Jonathan Colombet, John, dit le druide. Voilà, ça c'est… Panoramix. Voilà. En fait, je suis le gérant de 100% CrossFit depuis maintenant 8 ans. J'ai mis en place, entre guillemets, un système 100% qui amène, entre guillemets, à la fois un entraînement efficace sur tout ce qui est mouvement et à la fois sur d'autres paramètres de la santé, notamment le froid, la respiration, tout ce qui est mindset, tout ce qui est gestion du stress et récupération, nutrition. Donc, Quand tu as attaqué avec Fit Process Santé, tu as commencé par quoi? Toi, tu as fait tout ça en même temps ou tu avais débuté juste sur certaines choses? Ouais, au départ, voilà, Flo, il m'avait laissé un peu le bébé sur tout ce qui est autre que l'entraînement. Et après, bien évidemment, ça prend du temps. Et le but, c'était qu'on puisse, entre guillemets, spécifier un peu. Donc après, je me suis vraiment spécialisé sur tout ce qui est neuro, posturaux et on va dire base du mouvement. Ok. Voilà. Là, du coup, donc, si vous faites les cours classiques et même dans la programmation complète, on a souvent des petits warm-up, que ce soit neuro, respiration, on a des travails sur… tu as fait même la convergence au niveau des yeux, on a fait pas mal de trucs comme ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant en tant que coach parce que je trouve que ça, en gros, ça renouvelle ta façon d'aborder le cours. Ouais. Au début, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu… ils se disent, mais moi, je pense plutôt c'est un système… Enfin, c'est pas un système, c'est plutôt une… Tu sais, t'as un peu honte, tu te dis, ouais, c'est pas conventionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On louche avec un stylo, avec un doigt. On est avec une fourchette, on fait des trucs. Et surtout, juste attends pour terminer. Et du coup, je me rends compte que les adhérents, en fait, en leur expliquant comme il faut, en tant que coach, en leur disant ce que ça va leur apporter et tout ça, ils se prennent au jeu, ils se rendent compte que, ah ouais, en fait, ça c'est utile. Je pense, en fait, il y a deux choses. La première, c'est de se dire que les gens ne comprennent pas à la base comment, par exemple, malaxer une balle à picot va te faire gagner en stabilité au-dessus de la tête ou même en amplitude, en souplesse. Parce que on voit juste le fait, et parce que c'est dans le commun, c'est il faut qu'on étire pour gagner. Ouais. Alors que notre système neurologique, la tête, elle fonctionne pas comme ça. Notre cerveau, il prend des informations sur l'environnement, il les traite, et s'il les traite de la mauvaise façon, comme si un GPS pour vous faire aller à Marseille, il passe par Paris, au final, ça fait bien trop d'énergie dépensée, ça fait même des erreurs. Donc, ce qui fait que derrière, on peut avoir des restrictions de mobilité, on peut avoir un manque de force uniquement parce que on ne traite pas ces informations correctement. Et du coup, de les amener dans les cours, ça permet de le généraliser. Je trouve ça assez fun. Cool. Du coup, pour rebondir un peu sur tout ce que tu as mis en place, là, tout à l'heure, on parlera un peu de la thérapie par le froid, donc on développera tout ça. Je suis son cobaye aussi pour le moment, parce que j'ai intégré la formation. Mais avant tout ça, on va parler du German Throwdown qui s'est passé du coup début novembre. Et Cocorico, on avait pas mal de Français. Ouais, donc, on va reprendre un peu le leaderboard. Chez les gars, du coup, donc, on a eu un Français sur le podium. Donc, on a eu Antoine Dumain, qui du coup est deuxième, donc belle performance après les French, après les demi-finales. Il a encore confirmé qu'il était bien présent, ça fait plaisir. On a aussi le petit jeune Victor Hofer qui s'était qualifié, je crois, dans le top 3, qui là a fini 5e. Il a bien envoyé. Donc bien envoyé aussi, notamment sur certains events où il a même dominé les events, surtout sur la finale. Donc c'était aussi plaisant à voir, ça promet pour la suite. Et d'ailleurs, on aura les Dubaï là, ce week-end-là, donc où on a Guillaume Briand, on a chez les gars du coup aussi Victor, qui j'espère vont performer. Du côté des filles, donc on avait Claudia et Marie Robin aussi qui ont bien performé. Donc on a Marie Robin qui termine 3e et Claudia 4e, juste au pied du podium. Et elle aussi, elle sera du coup à Dubaï avec Victor et Guillaume. Ouais. Donc pareil, on espère que ça va donner. Elle s'était qualifiée première. J'espère voir du grand spectacle et que le drapeau français
soit bien représenté, donc j'ai hâte. Et après, au niveau des teams, on avait du coup donc CrossFit Caen et CrossFit Serval qui étaient dans le top 10. CrossFit Caen qui termine du coup 4e, CrossFit Serval 6e. Donc voilà un petit peu pour le récap. Chez les Masters, on avait du coup chez les gars, on a Julien Lopez qui a terminé 1er et Sofian Zayer qui a terminé 3e en Frenchie. Et chez les filles, on n'avait pas de Française, il me semble, du moins pas dans le top 10. Et petit oubli, du coup, donc pour les 40-44, on avait Erin Sims qui a fini 2e chez les Masters femmes. Donc voilà grosso modo. Après, donc un bel event. Je ne sais pas si tu as regardé quelques events, s'il y en a un qui t'a interpellé. Ouais, je n'ai pas regardé plus que ça, mais j'ai vu un peu les workouts. De toute façon… Essayez de deviner, stoppez la vidéo, devinez quel workout a été mis, vous le mettez en commentaire et puis après vous refaites play pour voir si vous avez eu juste. C'est ça. Dis-nous tout. De toute façon, c'est toujours les workouts qui se rapprochent encore plus du fonctionnel. Donc c'est celui où c'était 8 tours, si je me rappelle, une montée de corde. C'est ça. Après, il y avait des sandbags over shoulder ou clean, ouais. Et après, il devait se déplacer avec, faire du carry. Exact. Donc voilà. J'aime ça parce que, encore une fois, ça montre encore plus l'aspect vraiment fonctionnel. On voit qu'il y a des gros bébés qui, des fois, sur des trucs comme ça, ils prennent mal au dos et ainsi de suite. C'est le quick and nasty, tu vois, voilà, je viens de retrouver. Quick and nasty, c'est ça. Et ça j'aime bien voir un peu des Normalement, vous l'avez fait, les compétiteurs, si vous regardez la vidéo, vous l'avez fait à la boxe un samedi. Je sais que Jonas, on leur avait dit, j'avais mis dans la prog justement de faire ce truc aussi, de déplacer le cône à chaque fois pour que tu aies le cône qui soit de plus en plus loin. Où tu vas. Donc ouais, c'était plutôt fun. Moi, de mon côté, j'ai adoré celui avec les ergos qui n'est pas un nouvel event, mais il s'appelle le Acid Bass où c'est simple. On a 500 mètres on commence par 500 mètres de ski erg, ensuite on a 500 mètres de row et on termine avec un 1000 mètres bike, histoire de se défenestrer et de ne pas arriver à courir jusqu'à la mat. Donc assez simple. Au niveau des meilleurs temps chez les gars, du coup, on a un Allemand qui a mis 4,53 et chez les filles, les meilleurs temps là-dessus, je reprends tac. Si je me trompe pas, ouais, on est à 5,32. Pareil pour une Allemande. Du coup, à la fin du Fit Process Show, il n'y aura pas de jeu. C'est Lucas qui va faire ce one. Voilà, c'est la surprise. Terminé en Y. Donc voilà pour les German. Donc comme on disait tout à l'heure, il y aura les Dubaï à la fin de la semaine. N'hésitez pas à suivre ça. Ce sera en direct, à encourager les Français. Et on va parler du Face-Off. Le Face-Off qui s'est passé la semaine dernière. Donc pour récapituler, si vous ne connaissez pas du tout, c'est un show qui a été organisé à CrossFit 7 Denier par Ulrich dans sa box. Et l'idée, c'est de confronter une team de l'Est de la France avec une team de l'Ouest. C'est vraiment cool. Donc 9 athlètes de chaque équipe, un coach, donc ça faisait 10 personnes par équipe. Et il y avait 10 events et beaucoup de stratégies. Donc on ne va pas récapituler tous les events, mais on va parler un peu des moments forts. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, de ton côté, le moment fort, le truc quand tu as regardé le live? Ouais, il y a quand même pas mal de choses parce qu'en fait, c'est vraiment quand même différent. Ouais. Et voilà, pour ceux qui me connaissent, j'adore la stratégie. Et notre Flo a bien représenté la stratégie. Ouais, il a été très bon sur la stratégie, là où il y avait les front squats, incline, front squat et jerk. Et c'est assez drôle parce que je le regardais et quand je l'ai regardé, quand j'ai vu le WOD et que j'ai vu que c'était 3 minutes, je me suis dit mais ils vont pas partir tout de suite, ils vont essayer de voir ce que font les autres, temporiser. Et je trouve même qu'il vous a fait partir tôt, mais en tout cas ça a marché parce que au final l'autre team a craqué. Donc pour donner un peu les dessous de cet event, Flo il leur avait dit en fait ne partez pas 30 secondes avant la fin, sinon en gros ça va gâcher un peu le plaisir des téléspectateurs, des youtubeurs, parce que le live était retransmis. Il avait dit, en gros, faites l'effort de partir et ce sera l'équipe qui tient le plus qui réussit le jerk. Mais nous, on s'est dit, on ne va pas partir en même temps qu'eux. Donc, on avait élaboré une stratégie. D'ailleurs, il ne fallait pas se tromper parce qu'il fallait que les 9 athlètes fassent la même chose. C'était du moment où on avait décollé la barre, après, tu ne pouvais plus la lâcher. Donc, nous, on a fait une stratégie où on mettait les mains dessus. Flo nous donnait le décompte, 3, 2, 1, très fort. Et en fait, on se relevait juste. Donc, on ne faisait pas notre clean pour que les autres partent en même temps et qu'on ait juste l'avantage de 1 ou 2 reps. Comme ça, là où ils s'arrêtent, bah, nous, on s'arrête juste après. Donc, l'idée, c'était ça. Sauf qu'on démarre, il y avait eu un truc où en fait, il fallait tous être face à face. Donc, bref, tout le monde a relâché la barre. Donc, tout le monde s'est remis face à face aux adversaires. Et là, du coup, bah, on a fait ça. Sauf que j'avais mon Mika, du coup, Mika Bodyfit sur Insta, qui est du Sud,
qui me regarde, il fait « mais du coup, on le fait quand même, le 1, 2, 3 ». Donc là, on était un peu dans le stress qu'il y en ait un qui lève la barre. Mais du coup, donc, tout le monde a respecté la stratégie. On a attendu 30 petites secondes et après, on est parti. Trop bien. Et nous, on s'attendait à aller à la mort sur celui-là. Sauf qu'en fait, on commence, on fait 5 reps. Et à la 5e rep, on les voit qui jerk parce qu'ils étaient à 11 ou 12 reps, la team de l'Ouest. Et là, on voit qu'ils loupent le jerk, donc ils loupent le truc. Donc avec le bruit, tout ça, je gueulais à Flo, Flo, regarde, ils ont lâché. Du coup, il nous a dit de faire le jerk et au final, on n'a pas dépensé d'énergie et on a gagné un point. Carrément. Donc, bonne stratégie du flow. Non, c'était cool. Ce qui n'est pas évident avec ce genre d'event, c'est que c'est en live. Donc, on a vraiment des fois des adaptations. Tu fais ta stratégie, mais en fait, tu te rends compte qu'on est sur plusieurs events. Par exemple, la synchro, ça ne va pas. Ou alors, en face, ça va plus vite. Enfin, c'est pas du tout évident. Et surtout, je pense que tu t'entends pas. Nous, déjà, on ne s'entendait pas. Et donc, quand tu es à 9 comme ça… Ouais, c'était compliqué. Et ce qui va avec ça, du coup, je maintiens ce côté stratégique. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand il mettait le WOD et que tu vas faire un décompte de temps ou des calories. Tu vois, quand le coach devait choisir, par exemple, sur le Fran, combien mettre et tout ça. Donc, les enchères. Les enchères, voilà, c'est ça, les enchères. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que c'est vraiment un côté stratégique. C'est un côté aussi à se dire, OK, est-ce que lui, je le mets, mais après, je le perds un peu sur le reste. Donc, non, franchement, c'était vraiment quelque chose qui était top. C'est ça qu'ils ont voulu créer justement en faisant ce truc de OK, quel coach va… Donc, fallait quand même anticiper et se dire avec les athlètes, OK, toi, tu es capable sur la gym d'aller chercher des grosses séries. Toi, tu es capable sur le cardio d'envoyer. Toi, s'il y a un event, parce qu'il nous avait dit avant qu'il y aurait un test cardio, un test de gym et un benchmark. Donc, on avait dit un peu, pris les infos chez tout le monde. Puis, ça avait un peu fuité. On estimait un peu les choses. Et notamment, en gros, en gym, on ne savait pas du tout. En cal, on savait que c'était le Vasso Bike. Donc, on ne savait pas combien de cal, mais on savait du coup, le standard, c'est souvent 50 cal. Et du coup, il avait demandé un peu à tout le monde de quoi on était capable. Et c'est là où, justement, en fait, sur le vélo, par exemple, il nous avait… En gros, moi, je sais qu'en moins de 50 secondes, je peux le faire. Mais après, tu passes un mauvais moment. Et du coup, donc, on avait dit, tu sais quoi, en gros, je descends les enchères jusqu'à 55. Et au pire, s'il dit 54, on les laisse y aller, mais ils crameront quelqu'un. Mais on savait qu'en dessous de 50 secondes, c'est largement faisable. Pour un gros bourrin, c'est largement faisable. Et du coup, donc, ils font les enchères. Et donc, moi, j'attendais. Je savais que la sentence, elle risquait de tomber. Et là, c'était le temps, c'est ça, je savais que la sentence, elle allait tomber, quoi. Et du coup, je me dis, bon, au pire, ce sera les autres qui se crameront, mais sinon, il va falloir que j'aille au combat. Et là, je vois, ils font les enchères. Et je vois Gigor qui dit qui commence à 1,28 à pinailler. Je vois que Flo, il commence à juste descendre d'une seconde. Je me dis, bon, large. Et là, je vois Gigor à 1,24 qui dit, je laisse. Du coup, du pain béni. Je me suis dit, bon, c'est bon, ça va passer tout seul. Et du coup, donc, après, pris par l'adrénaline, j'en ai mis plus. Mais sinon, on aurait pu vraiment y aller cool, quoi. Mais c'est là où, quand il te restait 8 cales, je crois, Flo, il te fait « Oh, doucement, doucement !» T'étais à 48 secondes. En fait, il m'avait dit, t'envoies sur 25 cales et après, tu laisses, tu déroules. Donc, moi, j'envoie sur 25 cales, mais après, du coup, je ralentis. Mais vu que l'écho, il monte tellement haut, donc ça avance, ça avance, ça avance. Et du coup, donc, je ralentissais, j'appuyais doucement, doucement. Et il me disait, calme-toi, t'as le temps, t'es qu'à 40 secondes. Je ralentissais et en fait, vu que la machine était lancée, c'était passé, quoi. Non, franchement, c'était cool. C'était vraiment top. Voilà. Du coup, donc pour les events aux enchères, c'est vrai que c'était vraiment fun. Qu'est-ce que tu as bien aimé, toi ? Ouais, moi de mon côté, ce que j'ai apprécié en tant qu'athlète quand on était dedans, c'était vraiment ce côté où tu as cette part un peu de duel et d'être un peu au centre de l'arène. Dans les compétitions, souvent, il y a 4 vagues, 5 vagues. Tu es en duel contre ta vague, mais c'est à toi de faire ta performance. Et au pire, si tu es dans la dernière vague, là où il y a les meilleurs athlètes, tu peux regarder un peu à droite, à gauche. Là, on avait vraiment ce truc de confrontation. Et en plus, c'était de la proximité. Ouais. Tu sais, souvent, maintenant, quand toi, tu fais des compètes, il y a du public, mais le stade, il est loin. Là, tu le voyais, il y avait la petite zone et ils étaient tous autour. Exactement. Et du coup, donc, ça faisait vraiment arène, tu avais vraiment ces duels. Donc, à chaque fois, tu vois, comme le coup de l'éco-bike, au final, je me suis laissé emporter par le truc. Donc, ça, je trouve, ça te galvanise encore plus en tant qu'athlète. Et après, si on doit parler des events que j'ai bien aimé, moi, j'aime bien le premier event où tout le monde passe les uns après les autres. Et tu as vraiment ce truc où ils présentent les athlètes, ensuite ça lance, tu vois, tu as un peu la pression et là, ça part. Tu dois faire que des petits sprints et c'était vraiment fun. Pour le coup, de faire partir des binômes, de la synchro, tu vois vraiment où on en est, qui est devant, qui est derrière, ça remonte pas. C'est ce qu'on discutait un peu avec Flo la dernière fois, c'est que quand tu fais des trucs comme ça en sprint,
tu as intérêt que les juges y suivent et qu'ils soient bons. Bah oui. Parce que là, ça. Après, d'ailleurs, pour parler un petit peu de ça, je pense que c'est peut-être le point qui est le moins évident parce que, mine de rien, de juger, je trouve, dans le CrossFit, tu as vite des perceptions personnelles où tu dis, ouais, là, c'est rep, oui, je le préviens. Et t'en as d'autres qui vont dire non. Vite. Voilà. Ah oui, sûr. Donc c'est un peu, je pense, faudrait limite avoir pour ce type d'event, si vraiment il arrive à le faire développer encore plus, des juges qui soient vraiment intransigeants et arriver à avoir cette vision directe si c'est rep par rep. Oui, voilà. Et au pire, pourquoi pas faire des trucs simples. Mais c'est la part où je pense que c'est pas évident à organiser parce que t'as cette perception personnelle qui peut des fois, tu dis les autres ils ont eu rep alors que nous on n'a pas eu nos reps même si on a fait la même chose. Il y a un truc où, après, c'est pas grand-chose, hein. Attention, c'était vraiment bien ce que tu as fait, Ulrich. Je trouvais con quand il y avait le challenge à se mettre en équilibre sur les parallèlettes, là, que vous étiez, et donc là, c'était Orlan, et après, je ne sais plus qui c'est, vous étiez dos au timer. C'est-à-dire qu'ils étaient comme ça, il y avait le timer derrière, et comme vous aviez 30 secondes avant de partir, Jus et Orlan, parce que c'était Jus qui faisait pour les filles, c'était obligé de regarder derrière, alors que l'autre team, il l'avait de face. Tu vois, ah ouais, des petits détails. En fait, c'est un petit détail, c'est con, mais limite, tu vois, c'est presque énergivore déjà à te dire, bah, tu as envie de partir pile à 30 secondes. Parce que tu vas pas après, partir. tu vois, pour être là-bas, tu avais Yannick quand même qui le disait, qui faisait le décompte, il reste 10 secondes, tout ça. Donc je pense qu'elle a. C'est quand même pas visible, je trouve. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. C'est pas grand-chose, mais je trouvais. Non, mais après, c'est sûr que tu as toujours, je pense, des petits trucs à améliorer. Et nous, il nous l'a demandé direct si on pouvait apporter des choses. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qui change d'une compétition classique que tu regardes à la télé. Et l'avantage, c'est que ça fait un peu. Tu sais, comme un match de rugby le soir. Fait chaud à l'américaine. Voilà, au lieu d'aller voir une compétition tout le week-end, bah, tu sais que le soir, tu vas te mettre devant le live ou aller voir le truc en live. Non, mais pendant 2 heures, il n'y a que des events. Mais c'était vraiment bien. Et du coup, pour terminer là-dessus, on en a beaucoup qui nous disaient, ouais, des fois, entre les events, c'était un peu long, on attendait, mais je vous rassure, en tant qu'athlète, c'était très court. C'était très court. Parce que nous, on était là, tu sors ton event, t'as lâché du jus quand même. Tu bois un coup, tu manges une pomme pote, tu grignotes un truc vite fait pour te remettre du jus. Et là, ils disent début de l'event dans 4 minutes. Genre le snatch, moi je suis sorti du vélo, le snatch, donc je mange un truc. Sur tes premiers snatchs, j'ai l'impression que tu n'avais pas de jambes. J'ai fait 60 kilos, 80 kilos, 90 et allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc c'est. Pour certains, ça peut paraître long, mais pour d'autres, ça peut paraître très court. Je trouve que, après, c'est toujours pareil. Il faut, entre guillemets, remettre les choses à leur place. C'est pas TF1, France 2 qui organisait. Mais franchement, je trouvais que c'était vraiment bien fait quand même, parce qu'il y avait un peu de pub, parce que c'est bien de mettre en avant. Franchement, je trouve que c'était quand même plutôt cool. Aussi, il faut se dire aussi que c'est quelque chose qu'il organise. Tu vois, nous, par exemple, il nous a payé le logement. Après, tu vois, chacun a payé son billet d'avion, son truc pour venir. Tu sais, tout le monde met un peu de sa poche pour aussi faire que la chose grandisse. Donc, plus il y aura un peu après d'équipementiers, de choses comme ça qui vont apporter des finances, des trucs comme ça, plus l'event pourra grossir. Oui, et après, c'est toujours le même principe. Après, tu peux très bien te dire, entre les events, tu mets des petits challenges pour le spectateur, tu vois, des trucs comme ça. C'est assez cool. Donc, non, c'est vraiment… Mais nous, ce qu'on disait, je pense, pour que ça évolue, il faut que ce soit ailleurs. Tu vois, genre ailleurs, pas forcément en géolocalisation, mais dans une salle. Dans une salle un peu plus fait pour ça, tu vois. Que nous, les athlètes, on s'échauffe pas au milieu du floor. Tu vois, on aurait eu une zone athlète derrière où tu es plus tranquille, tu peux t'échauffer. C'est plus… Oui, ça vous laisse aussi un peu un côté un peu plus calme pendant un peu plus de temps. Non, c'est certain. Voilà pour le face-off. Si vous n'avez pas du tout vu, vous ne savez pas de quoi on vous parle, n'hésitez pas à regarder le live, il est dispo sur la page de Functional Vision, si je ne dis pas de bêtises. Ça, et il y en a pour 3h30, donc après, n'hésitez pas à le mettre de temps en temps, regarder des events les uns après les autres. C'est vraiment cool à checker. On va passer du coup donc à la suite. Donc on a parlé un peu de Fit Process Santé, on a parlé des compétitions, on a fait le récap. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas fait, pensez-le à le faire, ça nous permet de vraiment soutenir la chaîne. Et maintenant, on va passer au débat. Le débat, très simple, en quoi le froid peut-il nous aider à progresser? Donc, juste pour un peu remettre un peu les choses en place. Donc, on a John qui s'occupe du côté santé de Fit Process et donc qui développe cette thérapie par le froid qui permet à des athlètes, des personnes qui s'entraînent de pouvoir tout simplement, tu vas nous le dire mieux que nous, mais apprendre à gérer ce froid et pourquoi pas aussi, ça nous permet
d'améliorer notre mindset. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, moi, j'aimerais juste qu'avant qu'on attaque à expliquer un peu tout ça et que tu nous donnes des tips et des trucs qu'on peut mettre en relation, en gros, quel intérêt on a à faire du froid? Pourquoi en fait, pourquoi tu le prescris? Parce que souvent, tu nous disais sur l'amorce de la formation, quand on pense au froid, on pense ça fait mal, on est malade, on a envie de mettre des gants, on grelotte. Quel intérêt? En fait, l'intérêt premier, et souvent, nous, quand moi, il y a des gens qui se renseignent, notamment des athlètes CrossFit ou non, c'est de se dire ah oui, ça aide à la récupération. Et en fait, ça, pour moi, c'est tellement restrictif. En fait, le but du froid, comme ça pourrait être le but du très chaud, ça serait une autre chose, mais c'est de pouvoir booster notre système complet. C'est-à-dire nos capteurs sensoriels, la peau par exemple, qui est notre premier capteur par rapport à une douche froide ou à un bain froid. Mais le booster, comment ça, genre faire en sorte de le dynamiser. Okay. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que par rapport à la température, on s'installe dans un cocon de température, dans une température médiane. Ça veut dire médiane, pardon. 40 degrés. 40 degrés. Non, on est autour de 20-21. Toute l'année, on est autour de 20-21. Ça veut dire que quand il fait chaud, on met la clim à 20-21 à l'intérieur, dans les voitures ou à la maison. Quand il fait froid, on met le chauffage à 20-21. Et en fait, le problème, c'est que notre corps, il s'adapte à ça. Et ça ne serait pas dangereux ou ça ne serait pas mauvais si on ne bougeait pas de cette température. Mais comme là, on est dans une période où il y a eu une vague un peu de froid, un peu extrême, bizarrement, les gens sont malades. Tu vois ? Parce qu'en fait, on est adapté à ces températures et le froid ne nous laisse pas le choix. Et en fait, il vient nous agresser. Il ne vient pas nous adapter, il vient nous agresser. Donc en fait, l'intérêt pour moi, avec cette formation, c'est de travailler sur 3 piliers. Le mindset, on en parlera un peu plus tard. Tout ce qui est aspect respiratoire et tout ce qui est entraînement par le froid pour se dire, en fait, quand je vais arriver avec des températures qui seront négatives, voire plus froides que d'habitude, mon corps est adapté à ça, donc il sait réagir à ça. Et moi, consciemment, je sais également. On pourrait dire que c'est un peu comme un anticorps, en gros. C'est comme quand souvent on dit. C'est exactement ça. En gros, c'est le même principe, en fait. C'est un peu comme un vaccin, ouais, on peut dire. T'habitues à faire le froid, c'est avoir, entre guillemets, un peu un vaccin contre le froid. En fait, c'est ça. C'est que, en fait, notre organisme, quand il va avoir le froid de notre environnement, en fait, il ne va pas se dire, oula, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que c'est, ouais. Voilà. Il va juste se dire, ok, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Donc, je sais comment réagir. D'accord. Quand on parle du froid côté maladie. Okay. Et après, quand on parle du froid côté performance, en fait, le but, c'est de comprendre déjà que notre système, notre corps, il fonctionne de manière automatique 99% du temps, notamment par rapport à ce qu'on appelle le système endocrinien, donc les hormones. Et en fait, le but, c'est que en boostant, et non pas en agressant, on y reviendra tout à l'heure, mais en boostant notre système par le froid, on vient amener un fonctionnement hormonal encore plus important pour que notre organisme se dise « Oula, si ça revient, faut que je fasse très attention ». Donc voilà l'intérêt, entre guillemets, de ce système par le froid. Et sur le fait un peu de sortir de sa zone de confort, je te donne l'exemple, là tu disais que pour le sport c'est ça, mais est-ce que tu as des gens pour qui mentalement, ça peut les aider à justement se dire « Ok, je suis capable d'aller mettre dans quelque chose où j'ai de l'inconfort. Je suis pas à l'aise, c'est un environnement où je suis pas bien, entre guillemets le froid, sauf si après on peut peut-être se sentir bien dans le froid si on sait le gérer. » Est-ce que du coup, cet aspect un peu de sortir de la zone de confort, tu peux l'emmener sur le côté performance, sur le fait de « Ok, je suis capable de me mettre dans une condition pour me mettre dans un environnement très froid où je suis pas capable. Est-ce que je peux le faire du coup sur ma performance physique ?» En fait, par rapport à la zone de confort, et je joue sur les mots peut-être, mais pour moi, on ne sort pas de notre zone de confort, mais on amplifie et on fait grandir cette zone de confort. C'est-à-dire que l'être humain, par excellence, il va tout faire à l'économie d'énergie. Parce que si, par exemple, quand on se lève le matin, on fait tout au ralenti. C'est-à-dire qu'on marche dans la journée, tu ne vois pas quelqu'un tout le temps en train de courir, mais courir vraiment au sens propre du terme. Donc, en fait, le but, c'est d'être à l'économie d'énergie. Donc, si on est à l'économie d'énergie, notre objectif, c'est surtout pas d'aller dans une zone hors de notre confort. Mais l'intérêt, c'est de se dire que plus on va élargir notre zone de confort, plus on va pouvoir choisir là où on veut s'entraîner. D'accord ? Je prends l'exemple d'un entraînement. Quand on fait un exercice
et qu'on n'aime pas cet exercice, c'est qu'on l'a fait tout le temps dans un côté fight or flight, c'est-à-dire de combat ou de fuite. Si maintenant, au final, cet exercice, on est capable de le faire dans un mode flow, dans un mode calme, ben ça veut dire que le mode calme, il serait là, le mode fight, il est là, ben on a une grosse amplitude et on choisit ce qu'on veut pour l'instant. Et c'est la même chose avec le froid. Ça veut dire qu'on ne devrait pas se dire le froid, ça me fait peur, ça rend malade. C'est juste parce qu'en fait, on est dans un système de prédiction. On a toujours entendu ça et on s'est conditionné à ça. Maintenant, si je dis aux gens, le froid, c'est d'être à 1 degré de moins que ce que vous prenez habituellement pour vos douches, les gens vont se dire, ouais, mais en fait, ça sert à rien, c'est trop facile ça. Mais si, c'est déjà une première étape. Ah, d'accord. C'est le travail progressif comme on pourrait l'avoir dans chaque domaine, en gros. C'est exactement ça. Ne pas commencer à courir un 10 km alors que tu cours jamais 1 km. C'est ça. Hier, dans la Progra, il y avait de la course. En fait, moi, si je le comprends, parce que je comprends l'être humain et j'adore la psychologie humaine, mais je vois pas des gens qui sont tout le temps en train de se dire j'aime pas courir, c'est nul la course, j'aime pas courir, c'est nul. En fait, on n'est pas né en se disant j'aime pas courir, on n'a pas un gène de j'aime pas la course, tu vois. Mais par contre, bah oui, si on va courir avec notre copain ou notre copine et que lui il est aisant là-dessus et que nous on traîne la semelle, on a toujours mal de partout quand on court, mais c'est sûr qu'on va pas aimer ça. Ouais. Donc tu te mets dans un schéma comme le froid où justement tu as associé cette course à quelque chose de mal. Ça, c'est un réflexe conditionné. C'est des biais cognitifs. En gros, c'est pour nous sauver, mais maintenant, ça ne nous sauve plus. Maintenant, ça devient une erreur. C'est pour trouver des bonnes excuses. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 ans, on serait allé, on va dire, dans un environnement à moins 5 degrés. Et ça faisait 5 jours qu'on n'avait pas mangé. De fuir le froid et de trouver un point chaud et de mettre les mains, ça nous sauvait notre vie. Maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire que maintenant, on garde cet aspect et c'est ça qu'on appelle un réflexe conditionné, c'est que sans s'en rendre compte, avant d'avoir pris notre douche froide, avant d'avoir attaqué un entraînement, on a déjà joué l'entraînement. Et en fait, l'intérêt, c'est de se dire, à la fois, faut arriver à automatiser ça pour que inconsciemment, on n'ait pas peur d'un entraînement ou on n'ait pas peur du froid, et à la fois, faut que consciemment, on soit capable de se dire quels sont les outils pour me permettre de vivre ça de manière plus aisée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition, aller au-delà de nos pensées. Ça veut dire que quand tu es dans ta douche froide, si tu te laisses pas le choix, bah, tu vas avoir plein d'informations qui te disent « mais qu'est-ce que tu fais ? Sors. » Bah, là, il faut essayer par la respiration. Un peu comme dans un WOD. C'est exactement ça. Dans un WOD où tu as ce truc-là de te dire là, je panique, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter, pourquoi je fais ce sport de fou, des trucs comme ça. Alors que si tu te concentres sur le fait de, ok, vas-y, respire, concentre-toi sur un truc positif. Comme souvent, tu nous le dis, je pense que ça rappellera à certains, mais quand tu dis souris, des trucs comme ça, c'est des choses qui justement te remettent dans un truc positif. Et ça, c'est de la métacognition. Ça veut dire que c'est qu'une partie de notre entraînement. Ça veut dire que si on cherche tout le temps à positiver nos entraînements, à un moment, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aime le froid et c'est pour ça qu'on voulait parler du froid via la performance, c'est que le froid, c'est facile. Tu mets quelqu'un sous une douche froide, soit il combat, soit il est dans le fight, soit il dit allez, laisse-moi tranquille, toi, avec ton protocole, et il fuit. Alors que dans un entraînement, il faut déjà connaître un peu les gens pour se dire, bah, en fait, il est encore en train de s'entraîner, mais il est dans de la fuite. Et c'est comme ça que quelqu'un peut se faire mal. Par exemple, on fait un 1RM deadlift, tu as quelqu'un qui se dit, bah, allez, je monte en charge. À un moment, il est dans du flight, il est en train de fuir, donc il veut ne pas la faire. Mais tu as son coach qui va lui dire, allez, vas-y, si, fais-la. Ou tu as 5 pélos qui autour lui disent, allez, fais-la. Il est placé, il essaie de la soulever et d'un coup, il prend une décharge au niveau du bas du dos. Ah putain, mon dos, il tient pas. Ce n'est pas le dos, c'est le mindset. C'est qu'il n'était pas du tout dans le cadre d'aller soulever cette charge-là. Il s'était prédisposé à fuir. Et le meilleur moyen de fuir, bah, c'est que notre corps nous donne un signal de plus faire. Donc la blessure. Ah, c'est marrant comme au final, tout se rejoint. Et pour revenir sur le truc de zone de confort, donc souvent on dit vas-y, sors de ta zone de confort. Allez, change un petit peu tes habitudes, des trucs comme ça. En fait, c'est juste s'habituer, agrandir ta zone de confort, faire des choses comme ça. Ah oui, parce qu'en fait, sortir de sa zone de confort, ça voudrait dire, ben, ok, tous les jours, tu risques ta vie.
Franchement, j'ai pas envie. Ouais, j'ai pas envie que tous les matins, je dois me battre au couteau pour ma vie, tu vois. Là, j'ai une image de toi en train de… C'est ça. Et en fait, c'est pas ça l'intérêt. Et comme dans l'entraînement, par exemple, faut pas chercher à ce que l'entraînement puisse tout le temps repousser notre seuil de souffrance. Ouais. Tu vois, c'est pas ça l'entraînement. Mais souvent, on a tendance à se dire ça. Ben oui. Souvent, on se dit plus, en gros, après, je peux pas le dire, c'est souvent un peu un leitmotiv, mais c'est en gros, entraînement difficile, guerre facile. Oui, je sais pas si… Donc, il y a difficile et il y a difficile et se mettre tout le temps peut-être à l'échec. C'est peut-être là où tu veux en venir. Mais c'est là où c'est ultra difficile parce qu'il y en a qui vont se servir de ça pour s'entraîner toujours de manière calme. Ouais. Ou toujours ne pas faire d'efforts. Et d'autres qui vont faire l'inverse, comme tu me disais, qui sont jamais en fait à des moments plus calmes pour être entre guillemets dans la gestion et qui vont être toujours dans le fight. Pour l'entraînement, c'est pareil que pour la température. Ça veut dire que si on observe, et il y a beaucoup de coachs qui vont regarder, j'espère, si vous observez les gens que vous entraînez, il y en a très peu qui savent se mettre dans le dur et il y en a très peu qui savent se mettre dans le vraiment calme. Dans le cool. Et le vraiment cool, c'est pas que j'ai fait 2 tours alors que je pouvais en faire 6. C'est dans l'état d'esprit dans lequel on est. Et du coup, comment tu conditionnerais les gens simplement s'il y en a justement qui ne le savent pas, qui n'ont pas cette conscience de se dire est-ce que des fois j'arrive à mettre de l'intensité ou est-ce que j'arrive vraiment à lever le pied? Comment tu pourrais leur dire, je sais pas, sur leur WOD, leur prochain WOD, d'avoir quel ressenti il faudrait avoir pour être sûr d'être dans de l'intensité et quel ressenti il faudrait avoir pour être sûr qu'au final ça va? Quand on est sûr d'être dans l'intensité, c'est un peu comme si comme si on venait de faire en gros une bataille, tu vois. Ça veut dire que nous, et j'en parle bien assez avec mes coachs, il y en a plein qui sortent du WOD et on va les checker et ils sont en train de dire déjà oh, c'était trop dur aujourd'hui. Mais en fait, tu parles pas. Tu vois, je prends l'exemple, on en a parlé en off, le Mamma Mia là, de la semaine dernière, il m'a démonté. Ça fait longtemps que je me suis pas mis comme ça. Pendant 15 minutes, il faut les n'hésitez pas à mettre vos temps en commentaire du Mamma Mia, là, qu'on voit un peu ce que ça a donné. Grave si Lucas Euzet a été battu. Ouais. Mais j'ai un client, j'en ai un Jérémy Dumont, là, qui a rejoint la ProgFit Process. Là, il faut qu'il soigne un peu son épaule. Il m'a dit, dès que je suis soigné, je te prends en bune-bune au Mamma Mia. Donc, je pense qu'il va me mettre la presse. Mais en tout cas, voilà, le fait du très intense, c'est que notre organisme, et encore une fois, j'en parle beaucoup dans les formations ou quand je fais des bilans, au niveau de notre système nerveux, on bascule dans du freeze. Le freeze, c'est le froid, c'est le figé. Ça veut dire que, en gros, je suis amorphe. C'est que mon corps, il s'est mis de lui-même dans un état de dépression, de moins de pression. Donc, quand on sort d'un WOD et que ce n'est pas un réflexe de s'allonger par terre, mais c'est que notre corps nous l'a fortement demandé et qu'on sent qu'il n'y a plus de pensée limitante, on pense à rien, on peut penser au truc qui nous a embêté le plus dans notre quotidien, mais au final, ça décroche, ça ne reste pas. C'est que là, on est dans un état de freeze, donc de dépression, de moins de pression. Donc ça veut dire que tu as atteint, on a atteint un seuil qui était bien assez intense pour arriver dans cet état-là. Donc en gros, si vous n'avez jamais eu ce ressenti-là, c'est que vous n'avez jamais vraiment côtoyé l'intensité, pour faire simple. Ouais, c'est ça. Par contre, l'inverse, tu vois, on sensibilise beaucoup en ce moment dans la ProgFit Process classique et du coup dans la compète, il y a des WOD où il faut gérer, par exemple un AMRAP, c'est le format je trouve le plus simple pour gérer son rythme et être capable de rester en maîtrise, où il faut du coup garder une intensité basse. Moi, je sais que j'ai fait une petite échelle d'intensité, je sais que tu en avais fait une aussi avec tes compétiteurs. Elle est là. Tu pourras nous la redire un peu, mais moi, très simple, j'ai mis des choses parlantes. Par exemple, pour une intensité basse, je suis capable de raconter un film. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 1 heure, je suis capable de parler, échanger. Ça veut dire que j'arrive à rester conscient que j'ai pas besoin de reprendre ma respiration, de me dire « attends, je respire ». Et ça, c'est en gros un état de conscience où je sais que j'y vais cool. Toi, comment tu l'amènes du coup là-dessus, sur ce côté-là? Pour moi, il y a 2 choses importantes et c'est le même principe que ce qu'on abordait sur le débat par rapport au froid. C'est que on peut très bien faire moins intense, mais être dans un système de fight. Ça veut dire que je peux faire moins de tours sur mon AMRAP. Donc au final, physiquement parlant, j'ai pas créé de contraintes, mais j'ai tellement l'habitude d'être dans un aspect souffrance que ma manière d'aborder l'entraînement et ma manière de faire ma mécanique de mouvement est dans un aspect fight. Et c'est pour ça que par exemple, hier, il y avait du swing. Il y en a qui ne savent pas faire du swing
en essayant de rester dans un mode de flow, un mode calme. D'accord. Mais mode calme, ça ne veut pas dire pas intense. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment deux choses. C'est-à-dire qu'on peut faire calme et très intense, mais on peut faire calme et peu intense. Et dans un deload, ça serait ça qu'il faudrait atteindre. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, et c'était la question au départ, qui veut être dans un deload et se dire « Ok, j'ai pas agressé mon organisme, que ça soit au niveau physique et au niveau mental », ça serait quelqu'un qui ne grimace jamais quand il va faire son entraînement. D'accord. Et quelqu'un qui aura évité toute agression mécanique. Quand je dis mécanique, c'est par exemple quelqu'un qui a un manque de mobilité et il le sait, parce que ça, faut pas se cacher, des gens qui s'entraînent souvent et savent où sont les défauts, bah, il va se dire, bah, ok, aujourd'hui, je fais pas de gym suspendu. D'accord. Parce que de toute manière, à un moment donné, il va grimacer parce qu'il va au-delà du… donc toi, tu l'amènes vraiment plus à ce côté un peu ce que le corps montre. Donc la grimace, carrément. Le fait d'avoir les traits un peu Et c'est serrés. pour ça qu'en fait, dans la psychologie humaine, on a toujours un peu dissocié le mental du physique, mais au final, il n'y a pas de dissociation à avoir, en fait. Et du coup, ça rebondit un petit peu sur, tu vois, tu parles du côté mental. Moi, je voulais parler un peu du conditionnement mental quand tu fais ces choses sur le froid. Je sais que tu as déjà fait pas mal de choses sur la respiration, même après les WOD, tout ça. Mais vraiment, pour le froid, comment tu te prépares mentalement pour, en gros, gérer ça? Même comme là, ça rebondit un peu sur ce que tu dis, sur le côté fight. Comment tu te conditionnes à te dire, OK, bah là, je vais au charbon, en gros? Ben, en fait, il y a deux choses. Il y a le côté je me laisse pas le choix. Donc ça veut dire par exemple, une fois passé vos 4 semaines, vous allez de nouveau avoir un petit défi comme je vous ai fait faire là il y a très récemment, en se disant bah, ok, je vous laisse pas le choix, dès que vous voyez mon message, dans 15 minutes, il faut aller faire du fight. Tu vois. Et là, c'est se dire bah, ok, moi et moi-même, qu'est-ce que je suis capable de faire? Donc moi, l'objectif dans ça, c'est de se dire ben, on imagine, on n'a pas le choix, on a quelqu'un de notre famille ou quelqu'un qu'on tient très fort qui est dans une eau gelée, ben, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je peux t'assurer que tout le monde va y aller et personne ne va se dire c'est froid. Parce que c'est vraiment un conditionnement où on met plus dur que réellement ce qui se passe. Donc en gros, il faudra arriver à se conditionner comme si ta vie en dépendait ou la vie de quelqu'un en dépendait. Et après, il y a ce que je disais en métacognition et les techniques qui vont avec. Par exemple, entraîner notre respiration pour créer de la chaleur interne. Parce qu'en fait, plus que le froid, ce qui est important, c'est est-ce que ton corps est capable de le booster pour créer de la chaleur interne. Parce qu'en fait, le froid en lui-même, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, il peut être intéressant, mais ce qui est le plus intéressant, c'est le fait que ça booste notre métabolisme pour créer une chaleur. Ça me fait penser cette chose-là à ce que tu nous as fait mettre en place pour le squat. Là, sur le dernier mois, je crois, il y a même plusieurs semaines, on a travaillé du coup on a préparé pour faire un 1RM back squat et il y avait tout ce travail de respiration. Donc, je sais pas si les coachs vous l'avez mis en pratique. Nous, on l'a mis en pratique à Genasse sur le fait de se préparer dès qu'on tient la barre, d'avoir ces respirations rapides, faire venir vraiment un peu d'air, gonfler sa cage thoracique et activer son centre du corps. Et je sais que pour beaucoup, donc il y en a, ils ont eu du mal à le mettre en place. Après, tu peux pas non plus les obliger. Non, c'est sûr. Mais pour beaucoup, tu voyais que mentalement, quand ils étaient dans leur barre, devant leur barre, ils étaient justement dans le mouvement, quoi. En fait, ce qui est important, c'est de se dire que, et heureusement que dans notre société actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vit pas tous les jours des moments de survie. Mais on les vit quand même sans que notre vie en dépende. Je m'explique. Tu fais un 1RM back squat. Notre cerveau, d'accord, il a le même fonctionnement qu'il avait il y a 20 000 ans. Il voit ça comme un danger de mort. Mais si toi, avant d'attaquer ta douche froide, qui voit comme un danger de mort, avant d'attaquer ton 1RM back squat qui te stresse un peu, tu discutes avec un pote, tu rigoles et tu es dans un mode de flow, tu vas te faire manger par la douche et par ta charge. Donc c'est pour ça que c'est important. Pour moi, en fait, tous les coachs devraient être formés en neurologie fonctionnelle, parce que si tu n'as pas état de ça, bah, en fait, il y a quelqu'un qui va se plaindre de son genou et tu vas dire bah c'est pas mon métier. Moi, quelqu'un qui me dit ça, je dis c'est pas mon métier. Mais si avant j'ai vu qu'il était en train de rigoler machin avant de se faire un RM back squat, je lui fais mais
En fait, tu as voulu aller au combat, mais tu t'es comporté mentalement comme si tu allais cueillir des pâquerettes. Et en fait, c'est vraiment ça qui est important. Et c'est pour ça que j'avais mis pour Fit Process Santé ce travail respiratoire pour que notre organisme, avant d'aller au combat, on le prépare au combat. Okay, et c'est le même principe avec le froid en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vraiment dans une eau gelée, vaut mieux se préparer et dire j'ai préparé mon organisme à le faire, comme on fait pour un WOD cardio. Un WOD cardio, c'est souvent qu'il y en a qui se disent non mais je vais pas m'échauffer, il y en a déjà bien assez dans le WOD. Mais en fait, c'est simplement pour préparer l'organisme pour ce qu'il va y avoir après. Tu vois, ça me fait penser personnellement en tant qu'athlète et quand tu nous as proposé avec les coachs Fit Process, parce qu'avec Rome aussi de la Prog Altero, donc on a rejoint ta thérapie par le froid. Ouais. Flo aussi. Ouais, dans l'oreillette. Mais il passe sous un tunnel là, non? Il y a Flowfit et Kako, voilà, je les invite sur la formation. Du coup, donc on a attaqué ça. Et moi, tu m'en avais déjà parlé l'année dernière sur le côté vraiment où… Et je me rends compte là, en attaquant ces semaines-là, que mentalement, il y a du boulot à faire et je me dis qu'au service de la performance, c'est hyper utile. Donc, ça rebondit sur tout ce que tu dis là, sur le fait de se conditionner, se préparer. Moi, j'ai souvent tendance, personnellement, dans une compète, j'aime bien un peu rigoler, vanner, me détendre l'atmosphère avec d'autres choses pour éviter d'avoir cette situation en fait, où je me retrouve avec moi-même et tu penses toujours, tu as toujours un peu ces pensées négatives. Donc moi, je pense qu'on pourra faire un point à la fin de la formation, mais j'espère bien avoir un peu peut-être basculé mentalement sur la préparation, notamment on va dire pas au danger, mais aux efforts qui sont assez intenses et aux choses qui mettent un peu plus de pression grâce à cette thérapie par le froid. Carrément. Donc j'ai hâte de voir. En fait, il faut vraiment avoir en tête dans l'entraînement et comme dans le froid, et c'est pour ça qu'on disait que ça montre réellement comment les gens se ressentent. Ça veut dire qu'il y en a, pour une douche tiède, ils vont vouloir respirer fort parce qu'ils ont vu un protocole, que c'était trop bien. Mais en fait, ça sert à rien. Tu vois, c'est comme tu vas faire 20 wall ball shoot, si ton max c'est 100 reps unbroken, tu vas pas penser à respirer fort. Au contraire, ça va te faire encore perdre plus d'énergie de te concentrer sur ta respiration. Mais en dehors de ça, ce qui est important, c'est d'arriver à placer nos systèmes par rapport au bon moment. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait de la compétition, moi, je m'en fous que 4 heures avant son WOD, il délire avec quelqu'un ou il se met en mode j'ai l'impression que je suis cramé, je suis fatigué. Non, l'important, c'est est-ce que 30 minutes, 45 minutes avant le WOD, on est capable de se remobiliser pour recréer un état, on va dire, optimal pour le WOD. Donc du coup, tu peux utiliser après ce conditionnement que tu as eu pour le froid pour après le retranscrire, entre guillemets, dans ta compète, quoi. Mais c'est sûr. Le truc de dire, ok, je sais qu'il va y avoir du fight, je me suis habitué à me préparer sur des situations, je recrée un peu le même protocole et au final, c'est un peu ça, la liaison. C'est exactement ça, parce qu'en fait, le froid, c'est un vrai traducteur. Ça veut dire que là, nous, par exemple, on a notre puits d'eau froide, on peut le mettre à 0. Si j'ai un panel de 100 personnes, que je les mets dans du froid, je vais voir comment les gens se comportent dans leur WOD. Mais dans le WOD, c'est dans leur WOD et peut-être dans leur vie aussi. Et dans leur vie, c'est sûr. Donc on va en apprendre sur nous, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est ça. Mais j'en sais même plus sur vous que vous en savez. Putain, Inception. Non, mais ce que je veux dire dans ça, c'est que dans un WOD, tu peux fuir en fait. Ouais. Mais tu peux fuir sans que tu aies l'impression de fuir. C'est-à-dire que dans un WOD, c'est trop facile de dire « Ah merde, j'ai raté ma rep techniquement ». Il y a trop de paramètres. Dans le froid, dans le puits d'eau froide, c'est fight ou flight. C'est soit tu es capable de te battre et après créer du calme, parce que le combat, ça ne dure pas plus de 30-40 secondes. Hein. Sinon, à un moment donné, tu ne tiens pas. Soit tu te dis, en fait, non, je suis incapable, je ressors direct. Et c'est ça qui est ultra intéressant. C'est vraiment pas mal. Du coup, donc là, on a parlé un petit peu du froid, on a fait un petit débat là-dessus. Il y a peut-être d'autres questions qui vous sont passées par la tête. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou à nous les envoyer en privé. Nous, ça nous permettra de vous y répondre et qu'il n'y ait pas de sujet sombre là-dessus. En plus, du coup, c'est la période où on arrive en hiver. On va aller, je sais pas, à la montagne. Il va neiger, on ne sait pas tout ça. Donc, ça peut peut-être être quelque chose qui peut vous faire progresser. Du coup, pour la thérapie par le froid, donc tu nous as expliqué un peu dans les grandes lignes. Moi, je vous invite à rejoindre, à envoyer un mail à John si ça vous intéresse un petit peu. Après, on avait fait une autre vidéo sur YouTube, je la mettrai en fiche,
où justement tu parlais un peu du froid. Ouais. Donc n'hésitez pas à la regarder aussi. Et puis si jamais la thérapie par le froid vous intéresse, c'est quand la prochaine session? C'est début janvier. D'accord. Okay. On a 4 semaines et c'est vraiment 4 semaines de formation. L'objectif, c'est pas de dire aux gens, je vous balance dans le froid. Le but, c'est vraiment de pousser encore bien plus ce qu'on vient d'aborder et que les gens puissent se dire, ok, j'ai l'impression que j'ai compris comment notre cerveau fonctionne, j'ai compris que ça dépend de moi des fois, mais des fois, ça dépend pas de moi. Donc voilà, avec différentes techniques de respiration, une progressivité sur les entraînements assez individuels. Donc voilà. Eh ben cool. On est bon pour l'épisode du Fit Process Show, pardon. Et je vous invite à vous abonner comme d'habitude, à suivre la chaîne. Et on se dit à la prochaine. Merci John. Et pour FlowFit, on fait bye bye. Et bye bye.